Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bonjour, le grand journal. Barthélémy Ngom. À la une, Tambacounda, l'aide aux sinistrés des inondations qui arrivent petit à petit. Près de 80 familles ont reçu des denrées alimentaires. Les autorités administratives et locales ont également annoncé des mesures pour contenir l'eau du Mamakunda. Usine de dessalement d'eau de la Grande Côte, l'État a renégocié le contrat, une baisse du prix de l'eau annoncée. Départ des militaires français du Sénégal, l'avenir des emprises qu'ils occupaient en question. Que faire de ces sites stratégiques? La parole à des voix autorisées dans ce midi. Le Grand Magal de Touba qui franchit une nouvelle étape. L'événement religieux de dimension internationale est désormais inscrit sur le patrimoine culturel immatériel national. Rendez-vous avec Nafis Satoussila pour le journal international, Malal Diane Junior pour les actualités sportives et Mohamed Ali Mouba pour la revue de la presse à la une des quotidiens de ce vendredi, le départ définitif des soldats français du Sénégal. Point de vue, concertation sur l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Quelle stratégie pour une refondation des universités publiques sénégalaises? Le débat en fin de journal avec nos deux intervenants. Bienvenue à tous à la technique de ce journal Aliouba. D'abord, un pêcheur sénégalais arrêté au niveau de la plateforme gazière de Saint-Louis et sa pirogue coulée. L'annonce a été faite par le président de la commission environnement et protection des ressources de l'association des pêcheurs artisanaux de Saint-Louis, Mamadou Assar, qui par ailleurs dénonce ce qu'il considère comme un manque de respect de BP et Cosmos Énergie, qui regrette, dit-il, utilise plutôt la force contre les pêcheurs de Guet-Ndar. Mamadou Sarr avec Ousseynou Diop. On nous a signalé un incident au niveau de la plateforme GTA. Donc un de nos compatriotes du nom de Alpha s'est fait arrêter. Sa pirogue a été coulée et il a été arrêté par les agents de surveillance au niveau de la zone d'exclusion, et il a été arrêté et remis aux autorités à la marine mauritanienne. Et la marine mauritanienne aussi a ensuite remis aux autorités sénégalaises, donc la marine sénégalaise. Donc ça recommence encore les persécutions. Donc on coule nos pirogues, on confisque nos matériels et on nous manque de respect. Donc c'est ça, GTA actuellement, c'est là où nous en sommes. Leur rapport avec nous, c'est la force et la violence. L'alerte des pêcheurs de Guet-Ndar. Je vous l'annonçais, l'État qui a signé hier avec la société saoudienne Aqua Power le contrat renégocié pour l'usine de dessalement d'eau de la Grande Côte. Ce projet d'un coût de 459 milliards de francs CFA va entraîner une baisse du prix de l'eau. Le prix annoncé est de 389 francs CFA le mètre cube. Mais le coordonnateur du Forum social sénégalais semble sceptique. Mamadou Mignane Diouf s'interroge sur la faisabilité d'un tel prix, car selon lui, l'eau dessalée coûte plus cher que le montant annoncé. Il est au téléphone avec Eladji Diogoudien. Les Saoudiens avec lesquels nous avons affaire tiennent beaucoup sans doute à ce projet, quelle que soit la renégociation ou les conditions financières à leur imposer. C'est évident qu'ils peuvent tout accepter et tout supporter. Le problème maintenant, la deuxième remarque, c'est est-ce que en parlant de coût de l'eau qui va diminuer à partir de ce projet-là, est-ce que cela tient en compte aussi l'alimentation de l'eau que nous avons à partir du lac de Guiers avec le KMS3 et jusqu'où tout cela va être fusionné est-il possible? Si on tient compte aussi des coûts réels que les techniciens dégagent pour un mètre cube d'eau qui ne peut pas sans doute être au-delà de 1000 francs, 500, 600 ou 1000 francs, on nous annonce que le prix va être autour de 389 et ce serait une très bonne chose si l'eau arrive à baisser de coût au Sénégal, parce que c'est tout ce que les Sénégalais demandent. Si cela est réellement possible de réaliser, ce serait très bien pour les Sénégalais. Est-ce à dire que vous avez des doutes sur le prix annoncé de 389 francs le mètre cube d'eau? Je ne voudrais pas douter, mais je me pose des questions parce que le peu que je connais dans les coûts de production d'eau désalinisée, je vois difficilement un pays pouvoir vendre le mètre cube à ce prix. Mais dès l'instant que c'est négocié et acté, sans doute les deux parties sont d'accord que cela est possible. Concernant justement la première usine de dessalement des Mamelles, les travaux se poursuivent. Le délai de livraison
initialement prévu au mois de juin 2025 a été repoussé. L'échéance est maintenant fixée courant 2026. Le projet est estimé à 158 milliards de francs CFA. Les détails avec Boubacar Dieng. La première phase de cette usine de dessalement d'eau de mer devrait être mise en service en juin 2025 et permettrait d'injecter dans le réseau 50 000 mètres cubes d'eau par jour. C'est ce qu'avait annoncé Serigne Mbaye Thiam, alors ministre de l'eau, après une visite de chantier sur le site le 11 mars 2024. Mais cette échéance ne sera pas respectée malgré les 80% de taux de réalisation concernant le volet production. La mise en service ne sera effective que d'ici le deuxième semestre de l'année 2026. C'est le 1er juin 2022 que Macky Sall, chef d'État à l'époque, avait posé la première pierre de l'usine de dessalement d'eau de mer de Ouakam, une première du genre au Sénégal. Ce projet, exécuté en 2 phases, devrait avoir à terme une capacité de 100 000 mètres cubes au jour. L'usine de dessalement d'eau de mer de Ouakam, d'un coût de 158 milliards de francs CFA, est financée par l'État du Sénégal à travers un prêt concessionnel de l'agence japonaise de coopération internationale JICA pour un montant de 137 milliards de francs CFA. Le reste de ce financement provient de l'État du Sénégal d'un montant de 20 milliards de francs CFA et de la SONES, la Société nationale des eaux du Sénégal, pour un montant de plus d'1 milliard 500 millions de francs CFA. RFM, fréquente modulation 94.0. La radio en puissance. RFM Midi. Le collectif Sauvons la République d'Ogoussam Sunu Réew qui organise une marche cet après-midi pour dénoncer les atteintes aux libertés et les dérives supposées du Premier ministre Ousmane Sonko. Les membres de ce collectif qui regroupe des partis politiques, des organisations de la société civile et des mouvements citoyens réclament la démission justement du Premier ministre Ousmane Sonko. Une autre marche à l'ordre du jour aujourd'hui, mais qui a été interdite, celle des Sénégalais vivant en Mauritanie. Ils ont donc décidé de se plier à la décision de l'autorité, mais promettent de déposer une nouvelle demande de marche dès lundi prochain. Boubacar Bari, membre de la Fédération des associations des Sénégalais de Mauritanie, avec Oumou Kalsoumdi. Nous réclamons de meilleures conditions de séjour en Mauritanie, c'est tout. Bon, on a vu que ces derniers jours, il y a eu vraiment un acharnement contre donc les Sénégalais, donc avec des rafles, des expulsions quotidiennes, vraiment de centaines de Sénégalais. Donc c'est ce que nous réclamons, que les Mauritaniens nous donnent beaucoup plus de considération, c'est ça. Oui, effectivement, c'est interdit. Bon, mais nous nous conformons vraiment à la décision du préfet. Donc mais quand même, on a respecté le délai. Donc nous on a déposé le mardi. Et selon le document qui nous a fait parvenir, que on a déposé avant les 3 jours francs. Alors que si on dépose le mardi, moi je pense qu'on a respecté les 3 jours conformément à la loi. Mais malheureusement, il a refusé la manifestation. Mais quand même, nous nous conformons à cette décision. Bon, pour le moment, nous allons attendre, puisque hier, on a reçu un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration, qui nous dit que les accords signés avec la Mauritanie vont rentrer en vigueur ce 25 juillet prochain, le 25 juillet prochain, avec de meilleures conditions, non seulement d'accès, mais également de séjour. La marche des Sénégalais vivant en Mauritanie prévue cet après-midi n'aura pas lieu. Elle a été interdite par les autorités. Le départ des forces françaises du Sénégal qui relance le débat sur l'avenir des bases militaires qu'elles occupaient. Que faire de ces sites stratégiques? Des voix autorisées plaident pour qu'ils restent dans le giron militaire. Mohamed Ali Mouba. Que faire des anciennes bases militaires françaises? C'est une question stratégique qui revient avec insistance depuis le départ des forces françaises du Sénégal. Pour le colonel de gendarmerie à la retraite Sankoum Fati, c'est au président de la République de trancher. C'est lui qui définira la vocation de ces sites appuyés par une commission dédiée. Vous savez, on a une direction du TENI et des infrastructures qui gère justement l'ensemble du patrimoine, techniquement du patrimoine des forces armées. Donc, un premier travail est fait sur une commission qui est inclusive de l'ensemble des composants des forces armées. Et ensuite, maintenant, ces propositions sont transmises au niveau du haut commandement.
Mais pour Sankoum Fati, l'option militaire reste prioritaire. Ces infrastructures doivent continuer à servir les besoins de défense nationale. Au fur et à mesure qu'on modernise les casernes existantes, mais il y avait toujours un besoin d'espace. Et vous avez vu ce qui s'est passé avec Abel, etc. Au fur et à mesure, j'ai dit. Un avis partagé par le commissaire de police à la retraite, commissaire Cheikhna Keita. Il insiste, ces bases font partie du domaine militaire. Il ne s'agit pas simplement de récupérer du foncier, mais de renforcer nos capacités de commandement, de renseignement et de défense. Donc la défense du territoire. Nous ne sommes pas dans une situation où on est en face simplement de bâtiments ou de terrains qui étaient occupés simplement par des étrangers qui sont partis. Il y a d'abord une manière de prendre en charge tout cela qui est technique, considérer chaque chose pour ce qu'elle est. À quoi peut servir ce qui en reste par rapport à ce qui était fait avant? Comment on peut convertir ces lieux pour en faire des moyens, des instruments et les intégrer dans notre dispositif de sécurité et de défense? Ça veut dire de prévention, de surveillance, mais aussi de formation et pour habiliter des unités d'opération s'il y a lieu de le faire. Parce que les Français étaient là avec une organisation assez précise qui rentrait dans le cadre de leur stratégie d'opération donc de défense et avec des moyens très évolués. Je crois qu'aujourd'hui, considérer cela comme cela pourrait arriver, comme étant un patrimoine foncier libéré, comme étant des immeubles libérés, ce serait la plus grande erreur que le Sénégal ferait. Le retrait français offre donc une opportunité de modernisation. Selon ces experts en sécurité, un exemple concret à la libération des casernes de Bel-Air en 2011, c'est la santé militaire et l'artillerie nationale qui avaient réinvesti les lieux. Dans le contexte actuel de montée en puissance de l'armée sénégalaise, cette logique pourrait être reproduite. Mohamed Ali Mouba, merci. Renforcement de la lutte contre la corruption, le FNAC se déploie à Kaolack. Des cellules locales de veille et d'alerte ont été installées dans la région. 13 recommandations prioritaires vont être désormais suivies de près avec une implication active des chefs de service, de la société civile entre autres. Un engagement de l'OFNAC qui se justifie par le souci de rapprocher les citoyens à l'institution pour plus de transparence au niveau des collectivités territoriales. François Diaoune Ndiaye, le chef du département prévention de l'OFNAC, il est avec Fatumbo. Une effectivité de la mise en place de toutes les autres recommandations. Je précise que dans la région de Kaolack, nous avons 13 recommandations qui ont été formulées suivant 13 constats et que nous allons faire l'exercice de répondre aux attentes des populations à travers cette session, mais aussi attendions des propositions émanant des chefs de service, des membres des associations de jeunes, de femmes, de la société civile aussi, mais des populations de Kaolack, l'ensemble des populations de Kaolack. Oui, en fait, il y a une nécessité de créer une connexion entre l'OFNAC et la base, c'est-à-dire une OFNAC et les localités. Le travail que nous avons fait l'année dernière nous a montré qu'il y a nécessité de créer un point d'ancrage au niveau local. Et cela va se faire à travers des cellules locales de veille et d'alerte. Et je précise que ces cellules locales vont travailler exclusivement sur les recommandations qui ont été formulées. Midi, bientôt 14 minutes, je vous l'annonçais en titre à Tambacounda. 76 familles victimes des inondations ont reçu hier la visite des autorités administratives et locales. Ces dernières leur ont apporté des denrées de première nécessité. Le préfet Alioune Badarambeng, qui a conduit la délégation, a annoncé des mesures pour faire face à la situation. Papoussé Diallo. 76 victimes ont reçu la visite des autorités administratives et locales. Ces autorités ont apporté réconfort, soutien moral et aide en nature à ces populations dépourvues de tout après le débordement du lit marécageux du Mamakunda. Papa Bandedje est le maire de la commune de Tambacounda. Nous sommes venus apporter l'assistance du riz, de l'huile et du sucre aux sinistrés. On est sur 76 familles pour l'instant. Mais comme vous savez, les sinistrés, de jour en jour, comme je l'ai dit ce matin, n'oubliez pas que la majeure partie des riverains du Mamakunda, les constructions sont en banco. Si le banco est très mouillé, il risque de s'effondrer. Donc on est à l'écoute et on reste alerte vis-à-vis de ces genres de situations. Conduisant cette forte délégation, le préfet du département de Tambacounda, Alioune Badarambeng, annonce des mesures pour préserver le lit marécageux du Mamakunda avec le déplacement de certains riverains. Bien sûr, il y aura naturellement des personnes qui seront déplacées avec la SONAGED qui va faire un travail au niveau de 8 ponts qui sont actuellement obstrués par des branches et autres suite au mouvement de l'eau. Deuxièmement, on va avoir les
populations les plus vulnérables, ceux qui ont perdu leur habitation, bien même ceux qui ont des difficultés pour regagner en tout cas leur maison, de voir comment les loger au niveau des établissements scolaires en attendant de trouver une solution définitive. Lors de ces déplacements, les autorités ont constaté que la situation dans la plupart des maisons inondées s'est stabilisée grâce aux efforts des populations. Tambacounda, Pape Ousseynou Diallo, Radio Futur Média. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement également au chevet de ces sinistrés du lit marécageux du Mamakunda. Le docteur Cheikh Tidiane Dièye est annoncé à Tambacounda demain samedi 19 juillet. Dramé Ibra, un village situé dans la commune de Keur Saloum Diané. Là-bas, les habitants sont restés plusieurs mois sans eau. La panne du forage a impacté les 25 villages environnants. Aminata Goudiaby. Un forage imposant à l'entrée du village de Ndramé Ibre. La construction n'est pas vétuste visiblement, mais les usagers sont privés d'eau depuis plus de 4 mois. Dim Diop est le chef du village de Ndramé Ibre. Je peux dire que cette pénurie a démarré il y a 4 mois. Quand il n'y a pas d'eau, la vie devient insupportable dans le village et environ 25 villages dépendent de ce forage. Ce terrible manque d'eau est causé par l'endommagement du puits du forage. Impossible d'en tirer une petite goutte d'eau depuis plusieurs mois. Les communautés ont tenté de réparer la panne en vain. Kebassar, président du comité de gestion du forage. Nous avons constaté d'un coup la présence du sable dans le puits du forage et c'est ce sable qui a endommagé les moteurs. Nous avons essayé de les réparer, mais le problème persiste. Pour avoir de l'eau, les usagers du forage se démènent dans tous les sens. Des puits à ciel ouvert ont été creusés récemment dans les villages polarisés par ce forage de Ndramé Ibre. Nous sommes obligés de nous rabattre sur les puits. Nous en avons creusé 4 depuis la survenue de la panne. Et les puits ne peuvent pas satisfaire nos besoins en eau. Le conducteur du forage affiche grise mine. Ses journées sont devenues moroses et depuis cette panne, il ne perçoit plus son salaire. Souleymane Diop. On ne pouvait pas aussi utiliser l'eau parce qu'il y a beaucoup de sable. Après le constat, ils ont dit que le forage, il faut qu'on l'arrête. Actuellement, je peux dire que je ne fais rien. C'est ça que j'avais à faire. Actuellement, comme le forage ne fonctionne pas, je me reste comme ça depuis janvier. Le maire de Keur Saloum Diané s'est montré sensible à la souffrance des habitants de Ndramé Ibre. Il demande aux autorités de trouver une solution à ce manque d'eau. Cette panne du forage de Ndramé Ibre freine les activités des communautés. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. RFM, partout. Tout le temps. On s'en souvient, cette longue crise dans le système de santé de la région de Matam, le SUTSAS, le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, crie victoire avec le retour de son secrétaire général de l'Union régionale sanctionné, puis relevé de ses fonctions depuis janvier 2023. Rétention des données sanitaires, sit-in, marche dans la rue ou dans les rues de Matam. Les syndicalistes du SUTSAS n'ont jamais baissé la pression et en reprenant service au niveau de l'hôpital de Ourossogui, Mbalo Diacham, le secrétaire général national, crie victoire. Ali Bandel Niang. Tout ça pour ça, serait-on en train de dire, à l'origine de nombreuses perturbations du système sanitaire avec une rétention des données et un boycott systématique des programmes pendant près de 3 longues années. Cette affaire vient de connaître son épilogue. Relevé par l'administration d'alors, les 2 agents de santé syndicalistes du SUTSAS sont rétablis dans leurs fonctions au centre hospitalier régional de Ourossogui. Une victoire syndicale qu'a tenu à magnifier Mbalo Diacham, le président de la coalition de Gussum, qui a fait le déplacement à Ourossogui. Dans le hall de l'hôpital régional de Ourossogui, il s'agit du retour triomphal de nos camarades, en l'occurrence M. Amol Lamid Sano et Youssou Diop, qui ont été déportés, je presse bien mes mots, depuis janvier 2023, parce que simplement ils ont mené une lutte pour que les augmentations de salaire qui ont profité à M. le directeur de l'hôpital, que le personnel aussi puisse bénéficier des mêmes augmentations, parce que la prime du directeur est passée de 500 000 à 1,80 million. Alors que c'est eux qui ont participé à la production. Les travailleurs pour lesquels ils ont porté le mandat devaient aussi bénéficier d'une augmentation. Ça a fait l'objet d'un bras de fer. La gendarmerie est venue même une fois les prendre ici, en sitting, sur les ordres du directeur. Et de fil en aiguille, on les a affectés à Dakar. Ils ont galéré presque 2 ans à Dakar. Et c'est hier seulement qu'on a signé leur acte de prise de service, mais pas de reprise de service dans cet hôpital-là. Nous avons cru bon de venir ici célébrer ce retour-là, qui est un retour triomphal. Une page noire du système sanitaire de la région de Matam qui se referme ainsi avec le retour d'Amadou Lamine Sano, secrétaire général de l'Union régionale du SUTSAS, à l'hôpital de Ourossogui. Matam, Ali Bandelian,
RFM. Lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République a évoqué le médicament et de sa place dans la politique de l'État. Et c'est en ce sens qu'il a appelé à un suivi adéquat des plans de redressement, de relance et de développement des activités des industries pharmaceutiques et de la pharmacie nationale d'approvisionnement. L'unité de gestion du projet de relance de l'industrie pharmaceutique du ministère de la Santé rappelle justement les premiers pas déjà franchis pour cette vision. Awambaye. La souveraineté pharmaceutique, un point qui tient à cœur l'État du Sénégal, et le président de la République a appelé à un suivi et une évaluation des différentes actions initiées. Le professeur Yérim Mbagnick Diop, le coordonnateur de l'unité de gestion du projet relance de l'industrie pharmaceutique locale du ministère de la Santé et de l'Action sociale, parle des différentes mesures déjà prises dans le cadre de la lutte contre la vente illicite de médicaments. Par rapport à la lutte contre la vente illicite des médicaments, le président a rappelé l'urgence pour les deux ministères de la Santé et de l'Intérieur de travailler de concert à éliminer ce fléau. Comme vous le savez, c'est un processus assez long qui a été pris en charge depuis quelques années par le gouvernement du Sénégal, notamment en mettant en place la nouvelle loi pharmaceutique qui criminalise la vente illicite des médicaments. Ensuite, récemment, le ministre de la Santé a mis en place le Conseil national de lutte contre le trafic illicite des médicaments. Au sein même de l'ARP qui est en charge de la politique pharmaceutique, il y a un département d'homologation et sérialisation qui travaille sur le plan technologique pour lutter contre tout ce qui est faux médicaments et autres. Et actuellement, il y a beaucoup d'activités d'inspection qui sont réalisées par l'ARP en collaboration avec les forces de sécurité et de défense pour lutter contre ce fléau. Et pour la mise en place d'un environnement favorable au développement de l'industrie pharmaceutique locale, des réformes sont en vue, selon le professeur Yérim Mbagnick Diop. L'État du Sénégal, à travers le ministère de la Santé, est en train d'accompagner les industriels, les porteurs de projets. Il a demandé de faire la cartographie. Il y a au moins une vingtaine de projets privés industriels, nouveaux projets qui sont en train d'être maturés et d'être suivis par l'UGP Pharma. Et ensuite, il y a des réformes. Notamment, nous avons pris contact avec la Direction générale des impôts et domaines qui va faire une révision du Code général des impôts. Et dans ce nouveau code, vont être prises en charge les problématiques de taxation du secteur de la production pharmaceutique. De la même façon également, le ministère de l'Énergie travaille à la réduction du coût de l'énergie qui va rendre notre système compétitif. Au moins sur ces trois leviers, l'accès au marché, l'accès à l'énergie, les mesures incitatives fiscales et douanières, l'industrie pharmaceutique locale peut avoir des lieux forts pour se développer. La souveraineté pharmaceutique, un défi pour l'État du Sénégal qui veut mettre en valeur l'industrie locale. Mais pour y arriver, il faut beaucoup de moyens et d'engagement. Awambaye, merci. Je vous l'annonçais en titre, le Grand Magal de Touba qui aura une dimension particulière cette année. L'événement religieux est désormais un patrimoine culturel immatériel national, une reconnaissance officielle de l'État du Sénégal basée sur les valeurs de foi, d'unité nationale et de représentation d'une identité nationale au-delà même du Sénégal. La prochaine la prochaine étape, ce sera de faire en sorte que le Grand Magal de Touba soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Anna Rocha. Après l'inscription en 2023 de la mémoire iconographique de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, un nouvel élément de la communauté mouride vient s'ajouter sur la liste du patrimoine culturel immatériel. Après plus d'un an d'inventaire, le Grand Magal de Touba est désormais inscrit à son tour. Le professeur Massamba Gueye est membre du comité d'experts mis en place par la direction du patrimoine culturel. L'inventaire, c'est l'enquête qui est faite suite à la volonté d'une communauté qu'un élément de son patrimoine soit inscrit sur la liste nationale. L'État ne peut pas inscrire un élément si une communauté ne veut pas que l'élément soit inscrit. C'est donc la communauté mouride qui a exprimé la volonté que cet élément soit inscrit et cette volonté exprimée après courrier du khalife général de l'autorité suprême est portée par soit une association, soit un membre de la communauté, en l'occurrence pour cet élément, le Touras. Une fois que la requête est faite au niveau du ministère de la Culture, l'État du Sénégal engage la direction du patrimoine qui désigne les experts qui doivent travailler sur un dossier parce que c'est un dossier technique. Cette reconnaissance officielle de l'événement phare de la communauté mouride devrait permettre de préserver le contenu, mais aussi l'essence même du Magal. Professeur Massamba Gueye explique ce qui fait la force de l'événement. Au-delà d'être un rassemblement spirituel qui est sa première force, et aussi et par ailleurs
un lieu de convergence d'une unité nationale et internationale. C'est un élément symbole d'une identité d'une communauté qui, aujourd'hui, brasse ce qu'on appelle la cohésion nationale. Lors du Magal de Touba, nous avons constaté que toutes les communautés, quelle que soit leur religion, aujourd'hui, quelle que soit leur confrérie, se retrouvent à Touba. Un autre élément, c'est un élément de mise en valeur d'un acte cultuel. Et l'acte cultuel est un acte de patrimoine. Et lors de ce grand Magal de Touba, il y a ce qu'on appelle les déclamations liturgiques qui sont un aspect littéraire extrêmement puissant, et plus que cela, à l'intérieur des autres pays du monde, là où il y a la communauté mouride, l'événement est célébré. L'inscription du Grand Magal de Touba sur la liste du patrimoine culturel immatériel ouvre désormais la voie à une nouvelle procédure. La réalisation d'un vieux souhait, celui d'inscrire le Magal sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le dossier est en cours d'élaboration. Anna Rocha a noté que le Magal de cette année est prévu au mois d'août prochain. D'ailleurs, le porte-parole du Khalif général des Mourides, Serigne Bass Abdoul Khadr, va faire une déclaration dimanche après-demain donc. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Nafissa Toussila. Merci Barthélémy. En République démocratique du Congo d'abord, Jacques Kiyaboula, le gouverneur du Haut-Katanga, porte introuvable depuis une semaine. Après un discours prononcé au début du mois de juillet, l'ancien proche de Joseph Kabila et qui a rallié depuis à Félix Tshisekedi n'a pas répondu à une convocation du vice-premier ministre de l'Intérieur. Les services de sécurité sont mobilisés pour tenter de le localiser et mettre fin à cette absence remarquée et qui alimente, Barthélémy, les spéculations dans cette région du Haut-Katanga comme à Kinshasa. Oumou Kalsoumli pour les détails. Tout a commencé le 1er juillet lors d'un meeting de Jacques Kiyaboula dans une vidéo devenue virale. Il s'en prend vivement au Rwanda qu'il accuse d'être à l'origine de la guerre dans l'est du pays. Selon lui, le Rwanda doit être traité en priorité. L'ancien président Joseph Kabila et le coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, AFC, Corneille Nangaa, sont des Congolais selon lui. Il rajoute que leur cas pourra être abordé plus tard. Des propos qui passent mal à Kinshasa. Joseph Kabila a vu son immunité parlementaire levée et est accusé d'être en lien avec Corneille Nangaa, condamné à mort. Quelques jours plus tard, le ministère de l'Intérieur a donc convoqué Kiyaboula à Kinshasa, mais il ne s'y est pas rendu. Ce genre de convocation ne se discute pas. 2 jours après, Kiyaboula a répondu et a dit être malade. Depuis, plus rien. La police et la direction générale de migration sont mobilisés pour le retrouver. Il est injoignable, même par téléphone. Ses proches assurent qu'il est toujours à Lubumbashi et que ses médecins lui auraient demandé de couper son téléphone. Une version mise en doute par les services de sécurité. Un membre de sa famille a été arrêté. Selon les renseignements, il tentait de quitter le pays. Le dossier est pris très au sérieux. D'après une source officielle, le Congo est dans une province stratégique riche en ressources minières où 2 figures majeures, Katumbi et Kabila, ont rejoint l'opposition. En attendant, Jacques Kiyaboula a été remplacé et son adjoint assure l'intérim. Au Kenya, Nafissa Toussila, les réfugiés font face aux coupes budgétaires de l'USAID. Les 2 principaux camps de réfugiés du Kenya durement touchés par ces coupes budgétaires de l'USAID, conséquence des décisions de Donald Trump qui a mis fin à l'aide américaine en février dernier. Un coup dur pour le PAM, le Programme alimentaire mondial, qui soutient que son principal donateur, en l'occurrence les États-Unis, l'a lâché car depuis février, aucune nourriture est arrivée au Kenya. Rappelez que le Kenya accueille des réfugiés provenant du Sud-Soudan, de la Somalie et de la RDC. Le PAM espère tout de même de nouvelles livraisons de la part d'autres pays donateurs. Barthélémy. En Syrie, pour parler de ces affrontements entre combattants tribaux et Druze dans le sud du pays. Des affrontements qui opposent des combattants tribaux proches des autorités syriennes au groupe Druze aux abords de la ville de Souaïda dans le sud de la Syrie, d'où les forces gouvernementales se sont retirées. C'est ce qu'ont indiqué une ONG et des sources au sein des belligérants de l'agence à l'agence France Presse. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a fait état d'affrontements à l'ouest de Souaïda entre combattants tribaux et des bédouins d'un
côté, soutenus par les autorités, et des combattants druzes de l'autre. Cependant, les combattants des deux bords ont confirmé à l'AFP des échanges de tirs. Et puis, Barthélémy, en Tunisie, 14 personnes LGBTQ+, arrêtées en une semaine, 9 à Tunis et 5 à Djerba. Une vague d'arrestations violentes suivie d'incarcérations dénoncées par les associations. Sornagay. En Tunisie, l'homosexualité est punie par la loi dans le pays. Selon l'essayiste et défenseur des droits de l'homme, Atem Nafti, c'est une politique pénale qui permet au gouvernement de désigner des boucs émissaires. En mars 2025, un rapport publié par l'association tunisienne Intersection révélait que la répression contre les personnes LGBT et les associations qui les soutiennent était en augmentation. Des faits confirmés par l'ONG Amnesty International qui dénonçait la vague d'arrestations dont étaient victimes 84 personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre entre décembre 2024 et janvier 2025. Barthélémy, c'est ce qui m'a fait à cette page internationale. Merci beaucoup, Nafissa Toussila. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Concertation sur l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Quelle stratégie pour une refondation des universités publiques sénégalaises? Le débat tout à l'heure, nous serons avec Yankoba Seydi, le directeur de la recherche et de l'innovation de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Amakodou Diouf, le président de l'ONG Ardis et ancien membre du comité de pilotage des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur. RFM Sport. Bienvenue Malal. Merci Barthélémy. Ça va? Oh, tranquille, ça va. La voix aussi répond. Oh, ça va, tout va bien, tout est là. Super. Alors, la lutte avec frappe pour démarrer. Avec ce combat attendu demain par les amateurs, deux jeunes loups qui vont s'affronter à deux faces de la Médina face à l'Is Ndiago de Djamagan. Un combat attendu avec beaucoup d'envie, beaucoup de passion, mais également attendu par les spécialistes de la lutte. Nous avons joint ce matin Modou Antagay, il est chroniqueur et analyste de lutte avec frappe et de lutte simple. Il a analysé cette affiche qui promet un combat de feu à l'arène nationale. Nous l'écoutons. Ces deux lutteurs mettent leurs pieds droits en avant et cela pose un problème au niveau de la bagarre. Ça veut dire qu'ils vont essayer avec une main d'ouvrir une brèche pour riposter avec la main forte. Maintenant, à deux faces comme l'Is Ndiago, ils doivent tous les deux être bien préparés à cette stratégie. Mais on parle beaucoup de la bagarre chez l'Is Ndiago. C'est vrai qu'il a terrassé deux lutteurs avec des KO, mais ce n'est pas son principal point fort. C'est un lutteur né qui a démontré à la face de tout le monde ses qualités de lutteur. Pendant plusieurs combats, il a montré qu'il avait de la technique et de la tactique pour venir à bout de ses adversaires. Maintenant, les puissantes frappes sont en plus qu'il a développées au fil de sa carrière. Maintenant, quant à Adafas, on sait tous que c'est un lutteur qui est vivace, extrêmement rapide. Une fois qu'il a une prise, il ne lâche rien. Il va jusqu'au bout pour obtenir une victoire. Maintenant, Adafas, au regard de sa taille, doit également réduire la distance entre lui et l'Is Ndiago pour éviter les coups, cerner son adversaire et l'empêcher de développer pour mieux venir à bout de cet adversaire. Mais ce qui est sûr, samedi, les amateurs auront droit à un combat choc entre ces deux-là qui sont des attaquants nés. On y va voir Lémi. Oui, et nous parlons de l'élection de la fédération, du président de la fédération. Oui. On assiste aujourd'hui à une alliance entre candidats. Et vous avez bien choisi entre trois candidats qui vont donc nouer une alliance de soutien mutuel en cas de deuxième tour. Tout cela nous est expliqué par Cheikh Tidiane Diagne qui a eu l'info et qui l'a traité. À l'initiative du candidat Moustapha Kamara, des pourparlers sont en cours pour un rapprochement avec les autres candidats que sont Madi Touré et le président sortant Augustin Senghor. Une source très proche nous précise qu'il s'agirait d'un accord électoral de soutien mutuel aux candidats les mieux placés en cas de deuxième tour. Pour ces trois candidats au poste de président de la Fédération sénégalaise de football, cette procédure permettrait de mieux sécuriser leur électorat pour un bien meilleur rayonnement du football. Car, ajoute la source, il ne faudrait guère plonger le football sénégalais dans une aventure risquée. L'acquis doit être préservé. Augustin Senghor est candidat à sa propre succession après 16 années à la tête de la fédération. Sous son magistère, le Sénégal est monté sur le toit de l'Afrique en remportant
en 2022 la CAN qu'on entend chercher. Il y a Madi Touré, fondateur de Génération Foot, qui est une référence en Afrique et dans le monde. Sa dernière tentative pour rester à la tête de la Fédération sénégalaise de football ne lui avait pas réussi en 2021. Enfin, Maître Moustapha Kamara, qui est spécialisé dans le droit du sport et qui a notamment travaillé sur des affaires liées au football. Basé en France, l'avocat originaire de Tambacounda a été le conseiller juridique de l'ancien sélectionneur des Lions, Aliou Cissé. Ils auront en face principalement Abdoulaye Fall, ancien membre du comité exécutif qui a le soutien d'anciens collaborateurs d'Augustin Senghor, comme Abdoulaye Sow, président de la Ligue de football amateur, et Chersek, vice-président en charge des compétitions internationales. Le basketball, les Lions du Sénégal ont reçu ce matin le drapeau national des mains du ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture, Mme Khady Diène Gaye. Elle les a exhortés à défendre les couleurs du Sénégal et à tout faire pour revenir avec le trophée continental. L'Afrobasket se joue du 26 juillet au 3 août prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oui, le football féminin, la CAN chez les filles Malal. Les quarts de finale se jouent cet après-midi. 2 matchs au programme: Nigeria-Zambie, Maroc-Mali, demain Algérie-Ghana, Afrique du Sud-Sénégal. Justement, pour cette affaire qui concerne les Lions du Sénégal, les deux entraîneurs étaient face à la presse, compte rendu sur le câble. Après avoir trébuché face à l'équipe médaillée de bronze, la Zambie, la vice-championne Maroc, le Sénégal rencontre l'équipe championne en titre, à savoir l'Afrique du Sud. Mais le sélectionneur des Lions pense rectifier le tir et fait confiance à ses joueuses. Mamoussa Cissé. Potentiel, mais aujourd'hui je vous dis tout ce que nous avons fait contre ces deux grandes équipes que sont la Zambie et le Maroc, surtout en apprenant de nos erreurs. On a senti un peu de frustration et nous avons travaillé et ce sera à nous d'élever notre niveau parce que l'adversité sera de taille. Le sélectionneur de l'équipe sud-africaine, Désiré Ellis, souligne qu'elle ne compte pas sous-estimer cette équipe du Sénégal. And yes, we played them last year, but we don't take that into account. It's a completely new game. It's a completely new competition. It's a completely new part of the competition where you either win and go through or you lose and go home. So if you underestimate the team, we're not that team. We're not that team that's going to underestimate any team. We've seen it happen. Afrique du Sud, Sénégal, ce sera ce samedi à 19h GMT. Soda Thiam, Oujda, Maroc, Radio Futur Média. Voilà, Barthélémy, rendez-vous donc à 19h pour débriefer les actualités du week-end, à savoir la finale de la Coupe du Sénégal, mais également les combats de samedi et dimanche avec nos invités de valeur. Du sport cet après-midi sur l'antenne de la Radio Futur Média. Malal Diane Junior, merci. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Installation militaire française, le départ, Dakar tourne la page, l'armée française baisse pavillon bûcheron, le quotidien Cap Vert, un partenariat rénové, constate le Soleil. C'est la fin d'une présence de plus de 200 ans, informe Point Actu. Les clés du camp militaire de Guélé à Ouakam, remise au général Mbaye Cissé pour le chef d'état-major des armées sénégalaises. C'est une nouvelle doctrine de coopération qui se met en place. Le journal note que plus de 300 travailleurs ont perdu en tout cas leur emploi dans cette rupture avec la France. L'observateur a requis l'expertise du colonel Wardini, ancien de l'armée sénégalaise. Pour lui, ce départ des troupes françaises ne doit pas être célébré comme une victoire de guerre. Et pour cause, notre pays devra désormais renforcer ses propres capacités en matière de renseignement pour surveiller ses frontières. Les mouvements terroristes et la sécurité maritime alertent de son côté Dr Abdoulatif Aïdara, spécialiste de la géopolitique des conflits. Commentaire du journal Le Quotidien: chaque fin est un nouveau départ. Oui, de l'initiative d'appui à la construction de l'armée sénégalaise entre les années 60 et 70, au retrait des unités combattantes en 2011, avec le remplacement des forces françaises du Cap-Vert et par les éléments français du Sénégal, plus orientés sur la formation et l'instruction spécialisée. La collaboration entre le Sénégal et la France aura été dans un cadre serein et touchant tous les aspects de la vie de notre nation. Dans un contexte où tout le Sahel est en ébullition avec des attaques djihadistes au port du Sénégal, eh bien, le positionnement stratégique de notre pays est à penser de façon raisonnée au mieux de nos intérêts et surtout hors de toute logique belliqueuse ou populiste pour pouvoir régler des injustices quelconques ou à fond historique, note le confrère. Sucré et salé prend la balle au bon et note qu'il y a un petit pays africain indépendant de la France depuis plus de 50 ans bientôt et qui abrite
ajoute une très grande base de l'armée française sur son territoire et pour assurer encore plus son indépendance, il a fait de la place aux Chinois. Ces deux pays cohabitent avec des bases des États-Unis et des Émirats arabes unis. Ce pays, c'est Djibouti, pays plus petit que le Sénégal, mais qui ne se sent pas pour autant sous le joug des anciens colons. Au contraire, en plus de lui faire un bon pactole avec le loyer payé, cette présence étrangère lui garantit encore plus de sécurité. Et nos souverainistes à nous, que nous font-ils gagner avec le départ de l'armée française, s'interroge député le commentateur. À quoi Power de la rupture à la renégociation sénégalaise et saoudien dans les mêmes eaux relève le quotidien. Quelques réajustements dans le nouveau contrat. Pour enquête, l'État du Sénégal reprend la main. Le journal note que le contrat a été renégocié avec une baisse du prix de l'eau dessalée de 427 à 388 francs CFA. Le loyer annuel allégé aussi. SONES et Senelec désormais au cœur du dispositif. Selon Tribune, c'était bien une rupture inutile avec les saoudiens. Ce qui a été gagné ne satisfait ni rupture spectaculaire, ni les postures de souverainisme agitées. Ce n'est pas l'eau qui a coûté cher, mais c'est l'improvisation. Pour éviter l'improvisation, le président de la République engage le processus de refondation structurelle de l'université sénégalaise. Les concertations sur l'agenda national des transformations de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ont démarré hier, écrit Le Soleil. 11 points seront discutés dans 8 commissions à partir du 21 juillet prochain. Consensus des syndicats autour de la nécessaire réforme du secteur. Éducation toujours et cette triche au BFM. Bourg et Louga exposent les failles du système. Signale l'évidence, 22 candidats interpellés. Source informe que pour mobiliser les 20 000 francs CFA ayant permis l'achat des épreuves corrigées, eh bien les élèves se sont cotisés et ils sont mis dans le cadre d'une petite tontine. Fouta Tampi dans les liens de la détention depuis hier, mise en cause dans les fonds du FONGIP. L'ancienne activiste pro-Macky Sall a été arrêté pour un prêt non soldé de 2 500 000. D'autres individus arrêtés pour les mêmes griefs, le préjudice estimé à 8 millions. Justice toujours, le procès de Djiby Ndiaye, un autre activiste enseignant de formation attrayé à la barre hier pour avoir dit que le procureur de la République était un allié du parti au pouvoir. Un procureur qui met en prison que des opposants. Djiby Ndiaye a été tensé par le procureur, tensé aussi par le juge selon le journal Les Échos. Hassan Diouf, le célèbre activiste, a été jugé lui aussi hier. 2 ans de prison dont 6 mois ferme requis par le procureur de la République. Le journal Le Soleil constate que le tribunal a rejeté par ailleurs la demande de liberté provisoire et a mis l'affaire en délibéré jusqu'au 7 août prochain. Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Concertation sur l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Quelle stratégie pour une refondation des universités publiques sénégalaises? Pour en parler, nous sommes avec Yankoba Seydi. Monsieur Seydi, bonjour. Bonjour, Barcelone. Merci, vous êtes le directeur de la recherche et de l'innovation de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Notre deuxième intervenant, Amakodou Diouf. Monsieur Diouf, bonjour. Bonjour. Merci Diouf, vous êtes le président de l'ONG ADIS et ancien membre du comité de pilotage des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur. D'abord, la parole à Yankoba Seydi, directeur de la recherche et de l'innovation de l'UCAD. Monsieur Seydi, on le sait, le Sénégal a connu en quelque sorte une expansion de son système d'enseignement supérieur, mais des disparités persistent entre les territoires et les groupes sociaux. Quelle stratégie, selon vous, adopter, mettre en place pour retravailler l'écosystème universitaire au Sénégal? Merci beaucoup. Je pense que très souvent, on aime des mots qui peuvent paraître dithyrambiques ou gros, mais moi je ne pense pas, honnêtement, qu'il faille procéder à ce qu'on appelle une refondation si on s'entend bien sur le contenu de refondation qui va toucher donc les fondations. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui existe, qui est là, qui a fait ses preuves et qui certainement aura besoin d'ajustement et de réajustement pour s'adapter plutôt que d'une véritable refondation. Et comment faire alors? Alors comment faire, j'utilise un mot, comment faire pour réadapter l'université publique au contexte actuel? C'est très simple. Les universités, c'est vrai, ce sont des microcosmes dans une société ou un univers, mais
pour autant, elles ne sont pas en marche de la société. Donc, elles sont censées reconstituer ou constituer ce microcosme de la société. Du coup, sans être en marche, elles savent de quoi les sociétés ont besoin. Et du coup, elles s'adaptent naturellement. Pour moi, tout le débat sur l'implication de la technologie ou de l'intelligence artificielle, ça c'est une démarche naturelle, des choses où les universités s'adapteront tout naturellement, sans pour autant qu'il y ait besoin d'en faire tout de suite, on va dire, le concept moteur d'une énième concertation. Pourquoi je dis tout cela? C'est parce que j'ai été un des acteurs de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Et là aussi, c'était de gros mots, c'était de grandes ambitions. On a fait 78 recommandations et 11 décisions présidentielles. Mais même 10 ans après, en 2023, même pour évaluer cette grande concertation nationale, c'est un problème. Oui, parce que là aussi c'est un problème. On travaille, on n'évalue pas et on engage aussi un autre travail. Là aussi c'est problématique. Exactement, nous avions dit il faut maintenant qu'on évalue pour savoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait et comment s'ajuster aux besoins. Mais il y a eu beaucoup de promesses, rien n'a été fait. Moi, donc, c'est la peur qui m'habite que le discours actuel aussi ne puisse ressembler à son, on va dire, au discours précédent. Parce que la réforme, elle est toujours bonne. Moi, je suis un partisan des réformes, surtout des réformes qui amènent une plus-value. Mais il faut éviter maintenant qu'à chaque fois qu'on a, on va dire, un nouveau régime et qu'on puisse faire de grosses annonces, mais qu'à la fin, on ne puisse pas, qu'il n'y ait pas de bouger en réalité. Et ça qu'il faut. Donc, le système, on le connaît, les problèmes, on les connaît. Nous avons, par exemple, je prends le domaine de la recherche. Il y a des recommandations qui sont communautaires, qui veulent que la recherche soit financée à hauteur de tel pourcentage pour nos États. Aucun État, presque très peu d'États, respecte cela. Et on sait, puisque l'agenda national parle de souveraineté, parle de prospérité, mais tout cela, mais pour la souveraineté, il faut forcément que la recherche, parce que tout dépend du savoir. Nous sommes dans des sociétés qui sont fondées sur l'économie du savoir. Si on veut vraiment se distinguer, scientifiquement, il y a des efforts à faire. Or, ça, on les fait très peu ou voire pas du tout. La recherche, elle n'est pas financée. D'accord. Elle n'est pas financée et ça, il faut se fonder sur des fonds qui viennent de l'extérieur et on sait que, généralement, vous êtes toujours conditionné par ceux qui vous financent. D'accord. Et si on veut vraiment être souverain, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Je reviens à vous tout à l'heure. M. Seydi. On a l'impression, en tout cas, qu'on tourne en rond. Amadou Diouf, la démocratisation de l'accès à l'université a été certes une avancée saluée, mais aujourd'hui, comment concilier la massification et l'exigence de qualité? Merci beaucoup, Barthélémy. Je voudrais sauter sur cette occasion pour dire bonjour à mon frère Yankova, qui a beaucoup travaillé au sein de leur syndicat dans le cadre de la mission des performances universitaires tout court. Pour revenir par rapport à ce que vous avez évoqué, la grande difficulté de l'université sénégalaise, c'est de résoudre la dialectique qu'il y a entre massification, orientation politique ou bien décision politique par rapport à la gestion des flux. Et le dernier aspect, c'est justement les capacités d'absorption au niveau de certaines universités. Je crois que massifier ne voudrait pas dire effectivement faire de telle sorte que tous les bacheliers à 100% soient orientés au niveau des universités. D'abord, on n'a pas réglé la question des infrastructures. Je crois que le président de la République ou le Premier ministre est sorti avec une déclaration assez forte par rapport à la question des investissements pour améliorer ou finaliser les infrastructures d'accueil. Mais le problème, c'est au-delà de ça. La capacité de pouvoir gérer ce flux, c'est-à-dire ces stocks. Les étudiants, malheureusement, n'ont pas un personnel d'enseignement et de recherche qui est tout à fait proportionnel par rapport à leur
par rapport au nombre. Au nombre, je veux dire, les effectifs. Et là, ça pose effectivement un grand problème, et un problème de tout le temps, c'est-à-dire la qualité de l'enseignement supérieur au niveau du Sénégal. Parce qu'il ne s'agit pas tout court d'avoir des infrastructures, de grands immeubles, etc. mais le produit de l'université doit effectivement être adapté par rapport aux besoins de développement économique et social de notre pays. Malheureusement, on a ces difficultés-là. Oui, parce que moi j'ai envie même de poser une question, parce que de l'indépendance à nos jours, quelle a été l'évolution de la valeur marchande? Là aussi, c'est un autre problème. C'est là, je crois que là aussi, ça suscite un point spécifique de recherche. Aujourd'hui, de l'indépendance, peut-être jusqu'à ce qu'il y ait cette réforme qui a adapté l'université par rapport au milieu socio-économique, peut-être on peut dire que c'était une université d'élite. Maintenant, mais évidemment, la loi 2015, à la suite des concertations nationales pour l'avenir de l'enseignement supérieur, la loi numéro 2015-26 a eu carrément, sur les universités publiques, je veux dire, a eu à mettre en place un dispositif qui améliorerait effectivement ce qu'on pourrait, le profit, la maximisation d'un profit qu'on pourrait tirer effectivement des enseignements ou bien des résultats d'enseignement universitaire, en instaurant des organes nouveaux de gouvernance et en rapprochant le milieu socio-professionnel de la gouvernance des universités, mais aussi de leur orientation de politique, mais dans le cadre de la mobilisation des ressources. Donc, quelque part là-bas, on peut penser que depuis 2015 jusqu'à maintenant, les gens entrent dans un processus de maximisation des résultats ou bien du bénéfice qu'on peut tirer de l'université à la suite d'autant d'investissements qui ont été consacrés. Je crois que là, c'est quelque chose d'important. Il faut noter aussi que, évidemment, quand on parle de rationalité, là où il y a le fait que, quelque part, la mesure elle est difficile, mais de l'autre côté aussi, on a vu que de 2012 à 2025, le budget des universités a quasiment doublé. Donc là, je crois que on est devant une situation assez délicate. Mais Barthélémy, si on tient compte du modèle de planification que le MESI utilise, je reviens un peu sur ce que Yankoba disait tout à l'heure. Ça dit qu'il faut partir des acquis existants. La CNAES a eu à porter 78 mesures. De ces 78 mesures, le président de la République d'alors avait retenu 11 mesures prioritaires. Et là, ça allait dans le cadre de la transformation carrément systémique de l'université, entre guillemets systémique évidemment, et qui faisait une université de développement, en rupture avec l'université de l'île. Et là, tout ce qu'on a pu noter dans ce sens-là, c'est que parmi ces mesures-là, il y a des mesures qui ont été appliquées, mais il y a deux points essentiels qui ont beaucoup attiré notre attention. C'est la gouvernance universitaire qui connaît des changements, malgré qu'il soit extrêmement difficile d'appliquer les dispositions contenues dans cette loi 2015-26. Et le deuxième élément aussi, c'est le modèle de financement de l'université, où l'université s'ouvre maintenant, en dehors des fonds publics reçus, vers d'autres fonds qui pourraient effectivement participer non seulement au financement des enseignements, mais aussi de la recherche. De la recherche. Merci beaucoup, M. Diouf. Je reviens à vous tout à l'heure. Yankoba Seydi, le monde bouge. Est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier l'enseignement à distance? Mais ça, je vous ai dit tout à l'heure, j'en profite pour saluer le doyen Amokorou, qui est un grand acteur aussi de passage. Et je suis en phase avec lui sur pratiquement la totalité de ce qui a été dit. Alors, le monde bouge, oui, ça c'est vrai, on le sait. Le distanciel, c'est pas ça le problème. Le distanciel, c'est une réalité aujourd'hui un peu partout. Mais le distanciel ne règle pas tout. Et en voulant tout, on va dire, mettre sur le dos, pas sur le dos, mais en voulant passer par le distanciel à outrance, il y a quand même quelque chose qu'on risque de perdre. Avant de plonger, nous sommes dans le monde, on va dire, du savoir, le monde où on produit du savoir. Donc la recherche, il faut tout interroger. Et ça c'est possible. Et à ce moment-là, dès qu'on a des éléments qui nous permettent de décider, à ce moment, on est sûr que quand on décide, on prend les meilleures décisions. Il ne faut jamais se précipiter. C'est pourquoi les évaluations des politiques précédentes sont fondamentales. On décide, mais on agit et on n'évolue pas. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est comme ça qu'on a toujours procédé. Vous avez parlé de massification. C'est ça notre principal problème. Regardez ce qui se passe. On en parle depuis combien d'années? À chaque fois, au lieu de s'attaquer à ce problème-là, on va créer
une nouvelle université ailleurs. Alors que les universités existantes en dehors de l'UCAD et un peu l'UGB, mais tout le monde sait que les autres universités qui existent, ce sont des universités... qui n'existent que de nom. Que de nom. Alors que pourtant, tout est là pour qu'elles puissent monter véritablement en puissance en termes de personnel et de tout. Les bacheliers, mais on a très peu de bacheliers. Regardez les résultats catastrophiques qu'on a. En France, on a plus de 85% de réussite au bac. Nous, on est quoi? On n'est même pas à 50%. Et pourtant, quand le bac se termine, le flux qui vient, on a l'impression qu'on a le monde entier qu'on accueille. Pourquoi? Parce que simplement, comme le doyen Amokoudou l'a dit, nous n'avons pas la capacité d'absorption de tout ça. On n'a pas, sans compter le point du personnel. Ça sont les véritables problèmes. Et ceux qui pensent qu'on forme des produits qui ne sont pas adaptés aux besoins du marché, ça aussi, c'est un autre problème, c'est une méconnaissance, une sorte de méprise de l'université. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps, Yankoba Seydi. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Toutes nos excuses, directeur de la recherche et de l'innovation de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nos excuses également à Amokoudou Diouf, doyen, président de l'ONG ADIS et ancien membre du comité de pilotage des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur. De toute façon, vous allez poursuivre le débat tout à l'heure dans le journal de 13h avec Eladj Ndiogou Diène. Merci à vous, mesdames, messieurs. Merci également à vous. Au micro, c'était Barthélémy Gom, technique Aliouba. Chef d'édition Oumou Kalsoum Li. Bonne suite de programme sur RFM.